Bonjour chers distordus, ici Seb. Pour la période des fêtes, on vous invite à vous rendre sur notre boutique en ligne et utiliser le code promo Distordu au singulier pour obtenir 10% de rabais. Nous avons des bonnets et des chandails crewneck pour vous tenir au chaud cet hiver, sans oublier notre tout nouveau chandail à capuchon. En plus, des cartes cadeaux parfaits pour vos cadeaux de Noël. Il s'agit d'une des meilleures façons d'encourager votre podcast préféré. Rendez-vous au boutique.distorsionpodcast.com pour tous vos achats. Sur ce, bonne écoute! Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... À partir du moment où vous connaîtrez Reddit, l'internet français ça va devenir un peu fade, un peu nul, puisque en gros, quand il y a un truc qui buzz, en fait, c'est parce que ça a été récupéré de Reddit. Dans 80% des cas, on va pas se mentir. Des histoires étranges de l'ère numérique. Reddit est une véritable mine d'or pour des mystères en tout genre. Au cours des dernières années, certains mystères se sont élevés au rang de légendes urbaines auprès des internautes. Ce soir, on a pour vous deux histoires mystérieuses qui ont pris naissance sur Reddit et qui vous donneront la chair de poule. Le mystère de la chambre 322, située dans un hôtel étrange de Houston, et une histoire inquiétante d'un internaute pris dans une secte. Bonsoir Émile Gauthier, comment vas-tu? Ça va très bien, Sébastien Lévesque, parce que ce soir, on s'attaque à des mystères de Reddit. Oui. On en a déjà parlé de certains par le passé, oui. Lake City Quiet Pills ou encore le Markovian Parallax Denigrate, où on en parle toujours un petit peu parce que Reddit devient de plus en plus un endroit où naissent les histoires étranges puis où naissent les conspirations. Oui, puis un endroit aussi où on en discute de ces histoires-là. Hein? Ben oui. Parce que c'est devenu... Moi, je trouve que la communauté Reddit est une communauté tellement ouverte qu'au fil du temps, ça l'a amené l'Internet à se diriger vers là quand ils veulent discuter d'un cas ou d'une mystérieuse chose qui se déroule sur le web. Il me semble que oui, il y a d'autres sites, mais Reddit a pris une place de premier choix pour discuter de ce type d'histoire-là. Oh oui, carrément. Puis aujourd'hui, on voulait en résumer deux de nos préférés. Oui. Donc Seb en a choisi une et moi j'en ai choisi une aussi. Et puis on va vous les raconter ce soir. Donc il y a l'histoire de la chambre 322 qui est une chambre d'hôtel à Houston qui est un peu un hôtel thématique là, tu sais, avec des chambres avec différentes décorations et différents attributs si on veut. Et puis cette chambre-là le fascine les internautes depuis 2013. Oui, ça fait 6 ans, en fait, que ce mystère-là flotte sur Reddit. Mm-hmm. Il y a eu justement des mises à jour dernièrement, donc c'est un peu aussi pour ça qu'on va vous en parler aujourd'hui. Et moi, de mon côté, j'ai choisi aussi une histoire qui est celle d'un Redditor, donc d'un internaute utilisateur de Reddit qui a raconté à un certain moment donné qu'il a été pris dans une secte et il a même tenté de s'en sortir et il s'est senti suivi par des membres de cette secte-là. C'est une histoire assez inquiétante et qui a pris naissance sur Reddit et qui prend une tournure un peu troublante vers la fin. Donc, ça risque d'être assez passionnant. Oui, c'est le fun. Je suis content qu'on fasse un épisode un peu spécial Reddit cette saison-ci. Ça fait longtemps qu'on voulait en faire un, donc j'espère que ça va vous plaire autant que nous. Oh oui, on s'est demandé souvent si ça valait la peine de créer une section Reddit pour Distorsion. C'est vrai, hein? Mais j'hésite encore, en fait, parce que la communauté francophone est très peu présente, hein? Même s'il y a il y en a quelques-uns. Il y en a des subreddits de Montréal, Québec, etc. Il y a de la discussion en français qui se fait, mais je sais pas, tu sais, j'aurais peur, peut-être pas le bon mot, mais étant donné qu'on a une communauté Facebook très active, de pas déplacer un peu ça sur Reddit ou, je sais pas, mais c'est une bonne question. Si il y a des internautes que ça, qui voudraient nous convaincre du contraire, n'hésitez pas à le faire dans le groupe Facebook, que c'est peut-être une bonne idée de partir un subreddit à suivre. Et pour passer au travers de tout ça, Seb, qu'est-ce qu'on boit?
On boit ce soir la Côtesse Zappa de la microbrasserie La Forge du Malte. C'est une Session New England IPA, une bière que Émile et moi on adore, un type d'IPA qu'on adore, hyper désaltérante. Cette bière-là, elle a un profil aromatique tropical, elle a des petites notes de fruits, de la passion et de pamplemousse. Hein. Ça goûte l'été en fait. Et c'est une bière assez douce pour faire un épisode comme aujourd'hui, 4%, 35 de IBU pour l'amertume. Oh oui, et cette bière-là nous a été offerte par Mike Tremblay du podcast Le Supermatozoïde, qui est venu nous porter cette bière-là le live au Salon du Livre. Donc, shout-out à toi, Mike. Oui. Et si ça vous intéresse de checker un bon podcast d'opinion, Le Supermatozoïde, c'est pour vous. Et si vous ne pouvez pas venir nous porter votre bière en personne, vous pouvez nous faire un don via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Et là, vous pouvez en fait nous suggérer une bière de votre région, quelque chose comme ça, et vous encouragez Distorsion, et en même temps, vous remplissez notre frigo. Oh oui. On a aussi un shout-out d'une review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Seriously, avec plein de points d'interrogation du Canada, qui nous dit « Depuis que j'ai découvert Distorsion, ma vie a littéralement changé. Haha, je n'écoute plus de musique du tout, c'est toujours Distorsion Podcast que j'ai dans les oreilles. » De toute façon, la musique, tout ça, là, c'est rien à côté d'un bon podcast. Ah non, c'est superficiel. Je pense qu'on a tout dit. Sébastien, est-ce que t'es prêt à te lancer dans les mystères de Reddit? Oui, monsieur. C'est parti. Donc, commençons avec le mystère de la chambre 322. Chaque chambre d'hôtel a son histoire. Des centaines de personnes peuvent séjourner dans une chambre chaque année. Chaque personne y laisse un peu de son histoire, de son ADN. En y pensant, c'est un peu dégueulasse. Mais bref, nous sommes le 17 février 2013. Une publication mystérieuse apparaît sur Reddit de la part d'un Redditor californien, Joe Likes Music. Dans l'espace de discussion, Houston, qui est la ville aux États-Unis. Cet utilisateur est actif sur le site depuis 2009 et a beaucoup de points de karma. Les points de karma sur Reddit, ça te donne un peu de crédibilité, hein? Parce qu'à chaque fois que les gens vont voter pour ton lien ou ta publication ou que toi, tu publies un lien que les gens votent pour, ça te donne des points de karma. C'est le downvote, en fait. S'ils te mettent un dislike, un pouce par en bas, ben, tu perds des points de karma. Donc, il a une certaine crédibilité, cet utilisateur-là, Joe Likes Music. Il s'interroge à savoir ce qui se passe avec la chambre 322 de l'hôtel Zaza, qui est situé à Houston. Je vous lis la publication en question. Le titre, c'est Zaza Insider Questions. What's up with Room 322? Donc, une question pour les initiés de l'hôtel Zaza. Qu'est-ce qui se passe avec la chambre 322? Je viens ici fréquemment lors de voyages d'affaires. L'hôtel était complet et mon collègue a réussi à obtenir une chambre qui n'était pas sous le radar. Nous avions tous des chambres normales de style Zaza, qui sont assez tape à l'œil, mais mon collègue, lui, s'est retrouvé dans un genre de donjon gothique. Oh! Sérieusement, la chambre avait une chaîne qui attachait le lit contre le mur, des images de crâne sur les murs et un portrait effrayant et incongru d'un vieil homme. La chambre était environ 1/3 de la taille normale des autres chambres, puis il y avait aussi des meubles qui bloquaient une partie de la télé, du lit et de la fenêtre. Une drôle de disposition. Nous avons aussi posé la question à la réception et le réceptionniste a vérifié « Cette chambre n'est pas censée être louée » et a immédiatement déplacé mon collègue de chambre. Quelqu'un sait ce qui se passe dans cette chambre? Donc la publication finit comme ça. Oui, c'est assez glauque. Es-tu déjà allé, toi, dans des hôtels avec des chambres à thème, Seb? Non, je suis jamais allé dans des hôtels à thème comme ça. Ça n'a jamais donné. Et toi? Non, ben moi non plus. Je suis déjà allé dans des chambres un peu originales, mais jamais dans des hôtels avec, je sais pas moi, un thème érotique ou un thème jungle ou sous les mers ou quelque chose comme ça. Mais je sais qu'à une certaine époque, c'était bien populaire. Oui, encore. Mais l'hôtel Zaza est vraiment réputé pour ça. C'est un gros hôtel. Hein. Quand on regarde les photos sur leur site web, c'est aussi gros que c'est ça l'hôtel, là, presque. Là. Oui, puis c'est un hôtel de luxe, là, 4 étoiles. On va y revenir. Donc, comme la publication le mentionne, on comprend que la chambre a été louée par erreur. On se demande en fait, elle est pour quel type de client, puis qui peut y avoir accès? Parce que là, de toute évidence, le collègue, après y avoir été une nuit, il s'est fait changer de chambre. Donc ça ajoute le mystère. La publication Reddit reste comme ça. Le lendemain, Joe Likes Music, il met à jour la publication. On est rendu le 18 février 2013.
il donne un petit peu plus de détails, puis il crée un album photo sur Imager, là, qui est une plateforme populaire de partage de photos, de mèmes et de gifs. Et il dépose plusieurs photos qu'il a prises à l'intérieur de la chambre de son collègue, parce que, étant donné qu'il a pu y passer une nuit, mais ils ont eu la chance, du moins, d'immortaliser ce qui se passe dans cette chambre-là. Donc lui, il a réussi à y aller, là. Oui, exactement, mais avec son collègue qui avait la chambre juste avant, dans le fond, que ça fasse transférer. Il a pris plusieurs photos. On va les mettre sur le site web, mais on va quand même vous en décrire quelques-unes qui sont assez creepy, merci. Là. Il y a une première photo c'est 2 visages de femmes, à la limite, on dirait presque des siamoises. Hein. Je sais que c'est pas exactement ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me... Oui, ils ont les corps déformés, puis ils ont un peu un visage triste et épeurant. On dirait qu'ils voient un monstre, là, quelque chose comme ça. Oui, le regard est assez étrange. Aussi, il y a une horloge. Dans le fond de l'horloge, il y a une grosse tête de mort. Il y a un gros cadre aussi avec une tête de mort. Il y a une autre toile un peu creepy là, d'un autre monsieur chauve avec des yeux encore un peu qui louchent ou un peu bizarres. C'est tout de même étrange. Il y a aussi ça c'est l'élément le plus weird. Il y a une photo d'un monsieur habillé en cravate. Un monsieur d'un certain âge, 60 ans, avec une moustache, puis on sait pas trop c'est qui, puis qui est là. Il est là au-dessus, dans la chambre d'hôtel. Imaginez arriver dans une chambre d'hôtel, puis vous voyez une photo d'un monsieur comme ça. C'est un peu bizarre. Oui, parce que c'est comme si tu te faisais regarder par plein de personnages étranges dans la chambre quand tu séjournes là, parce que c'est tous des cadres avec des visages qui te regardent, que ce soit les 2 madames avec des corps un peu distorsionnés, puis mais le monsieur moustachu, puis les têtes de mort, tu te sens un peu oppressé. Là. Imagine que tu es sur le lit là-dedans, de tous ces gens-là, ces personnages-là qui te regardent. Oui, parce que la chambre est très étroite. Et les cadres, dans le fond, ils font un peu le tour de la chambre. Donc, lorsque tu es couché dans le lit, tu as raison, tous les cadres sont dirigés vers toi. C'est assez bizarre. Et au fond de la chambre, il y a un gros mur de briques. Et il n'y a pas d'autres chambres qui ont de mur de briques. Et le lit est attaché par des chaînes. Donc, ça a l'air d'une pièce un peu spéciale. Et il n'y a pas de tapis. L'autre chose particulière, c'est que c'est sur du béton. Et supposément que la majorité des chambres sont sur du tapis aussi. Puis le béton aussi, il y a une allure non finie, là, comme si... Oui, et à la limite, il a presque l'air un peu sale. Oui, c'est ça, comme s'il avait oublié de le faire ou qu'il était usé par le temps. Mais les items dans la chambre ils ont l'air neufs et entretenus. Là. Il n'y a rien de vieux là. C'est que c'est difficile de trouver la thématique précise de cette chambre. Ouais, exact. Ça a l'air un peu là, d'un donjon sadomasochiste, pardon, tu sais, avec les chaînes sur le lit, tout ça. Il y a définitivement ce qu'il faut pour accrocher quelqu'un avec des menottes là, sur les chaînes là, qui pendent à côté du lit. Mais c'est qu'en même temps, c'est pas si clair que ça. Ça peut avoir l'air aussi d'une prison. En quelque sorte, d'une vieille prison, mais avec les cadres autour, c'est vraiment bizarre. C'est un peu un genre de petit cabinet des curiosités. Oui, exact. Puis c'est pas la chambre de Mr. Hancock non plus. Mais en plus de ça, ça demeure quand même une chambre d'hôtel un peu normale. C'est-à-dire qu'il y a une télé, il y a un meuble avec une lampe. Il semble avoir peut-être même un frigo. Ça semble être une chambre quand même 100% utilisable, utilitaire et fonctionnel. Oui, il y a un lit, il y a un miroir, tout est là, tout comme tu dis, tout est fonctionnel et elle a l'air propre, là, donc elle est prête à l'usage. Toujours le 18 février, le Houston Press, un média local, a contacté l'hôtel Zaza pour avoir plus de détails sur cette fameuse chambre après avoir été mis au fait de la publication sur Reddit. Donc, l'histoire de ce Redditor-là s'est rendue jusqu'à la presse mainstream. Oui, elle a fait le tour de Houston. Parce que Houston, c'est une méga grosse ville. Oui. La directrice des relations publiques, une certaine Kyra Coots, n'a pas répondu immédiatement à leur questionnement en leur indiquant qu'elle allait les rappeler rapidement. Après de longues heures d'attente, Coots rappela le journaliste pour répondre à ses questions. Elle précisa qu'il s'agit en fait d'une des chambres thématiques de l'hôtel qui se nomme Hard Times, donc des temps durs, et que c'est pour simuler une expérience de jeu en prison. Ah, voilà. Elle ajoute que bien que ce soit une chambre compacte, elle possède l'un des plus grands balcons de l'hôtel qui surplombe la piscine.
Elle ajoute aussi que l'hôtel possède une autre chambre à thème qui surplombe la piscine aussi et qui se nomme Ship's Cabin, et que la décoration de celle-ci ressemble à un yacht. Elle affirme qu'aucune chambre n'est secrète ou n'est pas offerte pour la location. Pourtant, la chambre Hard Times n'est pas mentionnée sur le site web qui répertorie pourtant toutes les autres chambres et salles à thème, ce qui est assez étrange aussi. Oui, exact. Coates donne ici une information intéressante. Elle mentionne qu'à un moment donné, le président de l'entreprise avait passé 2 mois à raison de 5 jours par semaine dans la chambre Hard Times, la chambre en question. Du même coup, le journaliste demanda qui était le distingué monsieur Moustachu sur la photo en complet accroché au mur. Et sa réponse a été « Je vérifie et je vous reviens ». Mais depuis, aucune nouvelle de sa part. Non. Était-ce le président de l'entreprise qui séjournait dans cette fameuse chambre 322? Bonne question. Du même coup, un autre média, le Chronicle, a contacté le collègue qui a loué la chambre, le collègue de Joe Likes Music, qui s'appelle Matt Robinson, selon l'article, mais Joe Likes Music nous a dit que c'est finalement pas son vrai nom. Bref, lui, il nous a donné un peu ses impressions sur sa chambre, en fait. Lorsqu'il est rentré, une des premières choses qui l'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas de tapis, et qu'il avait l'impression justement que c'était une chambre non complétée, qui était inachevée. Aussi, il disait que plus il regardait autour de lui en rentrant dans la chambre, plus ça devenait étrange. Il y avait un crâne et des images avec des personnages aux grands yeux et aux longs cous. Il nous confirme que c'est assez creepy. L'article de Chronicle nous révèle aussi également l'identité du portrait sur le mur, le monsieur moustachu. Il s'agit du président de l'entreprise Stanford Financial Group, Jay Como, qui habite à Houston, mais on va y revenir plus tard. La journaliste a aussi contacté Kyra Coates et les réponses étaient similaires que celles qu'ils ont offertes au Houston Press. Par contre, on a appris que les chambres coûtaient environ 180 $ cette chambre-là pour une nuit. Par contre, elle dit toujours que la chambre est allouée, mais on comprend pas pourquoi elle a été déplacée par erreur. Ça, il y a pas d'explication pour ça. Encore une fois, les tentatives du journaliste d'avoir un petit peu plus d'infos là-dessus ont échoué parce qu'on n'en sait pas plus là-dessus. Mm-hmm. Puis Matt Robinson, le client qui est responsable, si on veut, de tout ce mystère-là, a été lui aussi transféré dans une chambre traditionnelle après sa première nuit. Et lui, étant donné qu'il a vécu une nuit là-bas, il peut quand même témoigner de l'expérience qu'il a vécue là-bas. Il dit que c'est définitivement une expérience délirante pour quelqu'un qui recherche cette sensation. Oui, mais quelle sensation exacte tu recherches dans cette chambre-là, tu sais? Ouais, parce que c'est pas une vraie vie de prison. On s'entend, en prison, tu dors pas dans un beau lit comme ça, avec des miroirs et... Je sais pas, il y a un luxe, un confort. Oui, puis mais en même temps, le look n'est même pas assumé à 100%. Tu sais, si tu dis je fais une chambre à thématique prison, tu vas mettre des barreaux, tu vas mettre des portes à barreaux, tu vas mettre, je sais pas moi, une toilette en métal, tu vas mettre des espèces de tasses en acier aussi pour simuler un peu le genre. Peut-être que je suis trop dans les clichés, là, mais je suis pas sûr que tu vas mettre des cadres avec un monsieur à moustache puis des genres d'œuvres un petit peu abstraites là, qui te regardent étrangement. Ouais, parce qu'on dirait quasiment on dirait qu'ils ont trouvé cette explication-là un peu dernière minute. Je trouve, parce que même Hard Times, oui, OK, en prison, tu passes pas du bon temps, mais je trouve que tout le reste de la thématique des items dans la chambre, un peu comme tu dis, ça réfère pas à une prison. Donc, non, pas tant. C'est assez étrange. Mais moi, je serais quand même... ça serait mon genre d'aller dormir dans cette chambre-là. En fait, je trouve que elle a un certain look. J'haïs pas ça, le plancher en béton, on dirait. Oui, puis, malgré toutes ces étrangetés-là, elle demeure quand même une chambre d'hôtel moderne mais oui, elle a l'air quand même assez oppressante. Je sais pas si toi, tu oserais passer une nuit là-dedans. Ah oui, j'oserais, sans problème. Surtout qu'il y a pas de rumeurs qui disent qu'elle est tentée. Donc, je pourrais bien dormir sans problème. Mais c'est sûr que je trouverais ça creepy, mais je suis pas convaincu que j'aurais si peur que ça. On a trouvé aussi un autre témoignage d'une expérience étrange à l'hôtel Zaza en lien avec cette chambre. En février 2012, un an plus tôt que la publication Reddit dont on vous parle, une auteure canadienne à succès, une auteure de type True Crime et du nom de Hilary Davidson, donna une interview au webzine Pop Culture Nerd à propos du lancement d'un de ses livres, un livre appelé The Next One to Fall à Houston, et par hasard, elle séjournait à l'hôtel Zaza, elle aussi. Elle a mentionné un commentaire que je vais vous lire. Là.
Lorsque j'ai visité l'hôtel Zaza de Houston à minuit jeudi soir, il y avait une certaine confusion. Ma première chambre était une chambre à thème appelée Hard Times. Ce crâne était sur le mur. Quelques minutes après mon arrivée, la réception a appelé et on dit qu'il devait me déplacer. Les gens à la réception étaient profondément bouleversés à l'idée que je sois coincé dans cette pièce. Je leur ai dit que j'étais une auteure de true crime, mais ils ont insisté pour me déplacer dans une chambre chic avec une photo de George Clooney. Finalement, je préférais le crâne. Oui, c'est assez drôle. Puis dans l'article en question, elle a pris en photo aussi le cadre de George Clooney. Je sais pas c'est quel type de chambre, mais c'est assez drôle. Puis j'avoue que pour une auteure de true crime, d'être dans une chambre avec des crânes et tout ça, ça peut être un peu inspirant versus une chambre avec George Clooney. On revient à notre publication de Joe Likes Music sur Reddit, la publication de 2013. Un autre élément assez suspect est arrivé lorsque la publication a commencé à gagner de la traction, de devenir plus populaire. Un tout nouveau compte Reddit a envoyé un message privé à Joe Likes Music lui offrant 1000 $ pour supprimer la publication. Oui. Bizarre ça. Après que l'utilisateur ait découvert qui était derrière le nouveau compte, il a dit de façon mystérieuse qu'il s'était déjà rencontré en fait. Ce qui est assez étonnant. Oui, puis qui annulait le deal. Tu sais, comme tout à coup, l'offre de 1000 $ ne tenait plus du tout. C'est un peu bizarre. Depuis, la publication a été archivée sur Reddit après plus de 2100 commentaires. Il est donc impossible depuis longtemps de la commenter. L'histoire date de 6 ans, mais on n'avait toujours pas de réponse exacte de la part de l'entreprise, que des spéculations. Par contre, du nouveau est apparu à l'automne 2019. On y reviendra dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, on a extrait nos propres analyses et celles des interwebs pour tenter de comprendre pourquoi cette chambre est gardée secrète. Premièrement, là, ça peut être intéressant de parler un peu de cet hôtel-là, de l'historique de l'hôtel Zaza. L'hôtel Zaza est situé sur la Main Street à Houston. C'est un hôtel 4 étoiles qui a des chambres entre 200 et 500 $ en moyenne la nuit. Donc, c'est pas un hôtel cheap, là. Et qui a un style En fait, chaque chambre a un style complètement différent l'une de l'autre. L'hôtel est réputé pour donner une touche unique à ses chambres. Par exemple, il y a la suite Rockstar, qui a une superficie quand même de 2100 pieds carrés. Là. C'est énorme, là. C'est 2,5,5. Là. Et elle est décorée de gravures d'animaux, fouille-moi pourquoi, de murs en miroir et d'une chambre à coucher pour 6 personnes. Telle une rockstar, tu peux amener du monde dans ta chambre. Ben oui. Ça c'est pour vous donner une idée de l'hôtel. Aussi, on vous a parlé que le président de l'hôtel a déjà séjourné là pendant 2 mois. Dans la chambre en question, le Hard Times. Oui, exact. Et on a fait quelques recherches. Un des propriétaires, c'est Charles Givens. Comme on vous disait, Charles Givens, lui, il a 69 ans. C'est le président des Zaza Hotels and Resorts. Lui, il se dit être le head dreamer. Donc, c'est lui l'initiateur des idées là, pour toutes les chambres à thème. C'est une belle job en soi. Ben oui, vraiment. Là. La chaîne possède un autre hôtel du même nom à Dallas. Au total, là, ils ont 45 chambres avec des thèmes différents, parce qu'ils ont des chambres régulières aussi, là, bien sûr, à travers l'hôtel, avec des noms comme Crouching Tiger, Moulin Rouge, Bohemia, j'en ai vu d'autres, là, il y a Erotica, il y en a plein de variantes. Lui, cet homme-là, il est marié à une femme qui s'appelle Laurie, il a 5 enfants, plusieurs petits-enfants. C'est un promoteur immobilier de longue date. Il s'est lancé dans l'hôtellerie en 2002. Et lui, en fait, ce qui explique un peu tout le côté excentrique de l'hôtel et particulier, il dit qu'il a toujours rêvé d'être un producteur à Broadway, s'il avait fait autre chose dans la vie. Puis même, il expliquait qu'il aime travailler avec des artistes, il aime le côté théâtral de la chose, puis il voulait l'appliquer à l'expérience des clients d'un hôtel. Je pense que c'est réussi. Reste à savoir, on n'a pas de réponse là-dessus, mais reste à savoir, est-ce que cette chambre-là, il l'a fait construire pour lui? En fait, moi, c'est ça mon interrogation, étant donné que c'est lui qui décide beaucoup des thèmes et qui a déjà séjourné là quand même 2 mois. Est-ce qu'il l'a fait faire sur mesure pour ses propres fantasmes ou besoins, disons, d'évasion, d'expérience? Ben ça se pourrait, parce que moi, si j'étais à sa place, si j'étais propriétaire d'un hôtel, je le ferais. Tu sais, si j'avais l'hôtel Distorsion, par exemple, puis qu'on avait des chambres à thème, je sais pas moi, une thématique conspiration, une thématique true crime ou même mystère du web. Illuminati. Exactement. Ben sûrement que j'aurais ma propre petite chambre secrète dans l'hôtel. Oui, ben oui.
effectivement, mais bon, ça faisait partie des théories. Est-ce qu'il y a un lien en arrière de ça, mais ça reste là. Une chambre key lime pie. Oh, ça serait bon avec de la tarte au citron plein le fridge. L'autre personne qui est étrange dans tout ce mystère-là, c'est le gars sur la photo, là, le cadre qui nous regarde, le certain Jay Como. Lui, en fait, on se demandait pourquoi ils l'ont mis là. C'est un homme d'affaires de la ville de Houston, donc ça, c'est cohérent. Lui, il dirigeait, comme on vous disait, la Stanford Financial Group. Par contre, il a été condamné en 2012, qui semble être la date de création de la Chambre, par la Security and Exchange Commission aux États-Unis, là, qui est un peu la police du marché financier, pour avoir été impliqué dans un schème de Ponzi. Donc, on dirait qu'ils ont voulu faire un lien avec lui parce qu'il était emprisonné à Houston, parce qu'il n'y a pas de lien financier entre lui et l'hôtel. Par contre, le seul autre lien qu'on pourrait trouver, en faisant des recherches, il a déjà fait partie de la fratrie Delta Kappa Epsilon, et eux, ils ont un chapitre, qui s'appelle Zeta Zeta, qui se nomme un peu comme Zaza, mais c'est tiré vraiment par les cheveux. Sinon, il n'y a pas d'autre lien l'autre que le fait qu'ils ont voulu peut-être soit lui faire un hommage ou l'humilier. Parce qu'on dirait que je suis déchiré entre les deux. Tu sais, je sais que c'est pour représenter une prison, puis si le gars est emprisonné, mais cette photo-là, c'est pourquoi? C'est pour l'humilier ou lui rendre hommage? J'arrive pas à me décider. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Il y avait aussi d'autres rumeurs qui disaient que c'était une chambre de torture pour faire chanter des gens et que derrière le miroir, c'était peut-être un miroir de style interrogatoire de police et que des gens qui pouvaient surveiller ce qui se passait en arrière et selon ce qui se passait, ils pouvaient faire chanter les gens, les clients de l'hôtel, pour pas diffuser cette info-là, mais ça a été... c'est fondé sur rien à part des oui-dire. Aussi, il y a la signification du chiffre 322. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le seul lien, c'est la référence à la société secrète de Yale, Skulls and Bones. Là. Il y a même eu un film qui a été fait il y a quelques années avec Joshua Arnett, je crois, qui était un peu basé sur cette fratrie-là un peu secrète, société secrète, qui est quand même assez mystérieuse, mais outre ça, il n'y a pas de lien non plus direct. J'ai l'impression que c'est un choix éditorial qu'ils ont voulu la nommer la 322 parce qu'elle n'est pas au 3e étage, elle est au 7e étage. Donc, tu sais, souvent, les numéros de chambre ont un lien avec l'étage. Ah oui, elle est au 7e étage. Oui, dans ce cas-ci, elle n'est même pas au 3e étage. Donc, c'est un choix volontaire. J'ai l'impression que c'était un clin d'œil, justement, à Skulls and Bones, étant donné qu'il y a il y a des cadres, il y a même une horloge avec une tête de mort, mais sinon, il n'y a pas d'autres références, disons, concrètes qu'on peut établir. Par contre, en 2019, le mystère est de nouveau remis à jour. Premièrement, est-ce que la chambre existe encore après 6 ans? Oui. Le YouTuber Burley Sociable a appelé en septembre 2019 à l'hôtel et aucune mention de la suite Hard Times. L'employé lui nomma les suites suivantes: Bella Vita, par exemple, Black Label, Fatal Charms, For Your Eyes Only, It Happened One Night, évidemment la Rockstar Suite et une autre qui est Tycoon. Oui, je serais curieux de voir tous les thèmes de ça. Ben oui, mais il ne nomme jamais la Hard Times. Par contre, le YouTuber ne la demande pas précisément non plus. Non, je trouvais qu'il avait manqué un peu de couilles là-dedans. Oui. Quelques semaines plus tard, le YouTuber Night Ducks a décidé de poursuivre l'enquête suite à la vidéo de Burley Sociable et a décidé de réserver une chambre en demandant la chambre 322 précisément, la Hard Times. Et il l'a obtenue. Oui. Et via une publication sur Reddit, il tenait les internautes à jour sur son expérience. Il invita même les internautes à venir prendre un verre avec lui dans la chambre. Finalement, personne n'est venu le rejoindre. Par contre, il a filmé son entrée dans la chambre et on peut y apercevoir que le look n'a pas changé depuis les photos de 2013. Il confirme donc que la chambre est très petite et peu éclairée. Par contre, la photo de Jay Como a été remplacée par une chaise électrique. Et puis, ils ont ajouté dans un cadre un uniforme de la prison, propriété de Zaza sur l'uniforme. Il inspecte aussi le miroir parce que là, selon certaines rumeurs, c'était une espèce de miroir double face qui permettait probablement de voir à partir d'une autre chambre sur le côté, un peu comme dans une salle d'interrogatoire. Et lui, il ne croit pas que c'est le cas.
Non, il a fait beaucoup de tests. Par exemple, il a projeté de la lumière dans le miroir. Ça a l'air que l'effet de rebondi n'est pas le même. Il testait son doigt. Il y a toutes sortes de manières. Il cognait aussi le son. Ça avait l'air d'être un mur distinct. Selon les tests qu'il a fait, ça semble pas être un double miroir. Comme on peut le penser. Parce que c'est pas non plus un miroir, tu sais, qui est accroché au mur, là, avec qu'on peut enlever facilement. Là. Ça donne quand même le look que c'est un double miroir. Oui, t'as raison. Puis tu vois, là, ils ont ajouté, je pense qu'ils t'ont entendu sur le fait que la chambre était pas assez thématique prison, parce qu'ils ont ajouté justement l'uniforme de prison qui était pas là à l'origine, pour, disons, mettre une touche plus prisonnier. Oui. Là, le thème est un petit peu plus clair, là, maintenant. Oui, exact. Puis je me demande pourquoi ils ont enlevé la photo du monsieur. Ben, je sais que c'est sûrement à cause des rumeurs sur Internet, puis même, je me demande si Jay Como a pas... Il s'en est rendu compte. Oui, si lui, ça s'est venu à ses oreilles, malgré que je sais pas s'il est encore en prison ou quoi que ce soit, mais malgré tout, je trouve ça drôle qu'ils ont remplacé ça par une photo de chaise électrique. Donc, Night Ducks, le YouTuber, il retourne au bar de l'hôtel et il passe le reste de la soirée à boire du rum and coke et jaser avec des gens sur place. Le lendemain, il sort de la chambre et il se rend compte qu'il y a une porte juste à côté là, qui est un genre de staff room, un genre de garde-robe, de pièce de service. Là. La porte n'est pas barrée et il entre à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, il y a une autre porte barrée qui semble être là, juste vis-à-vis le miroir. Mais est-ce un miroir où l'on peut voir à travers comme dans les salles d'interrogatoire ou est-ce que c'est encore une fois là, le fruit de son imagination? Oui. Un des employés de l'hôtel qui suivait le tout sur Reddit lui a dit que c'était simplement une salle avec des panneaux électriques qu'on y trouvait derrière. Ça, c'est drôle, hein? Ça m'a un peu fasciné, cette histoire-là, c'est que des employés de l'hôtel suivent le cas live. Ben oui. Je me demande s'ils n'ont pas été mandatés par les relations publiques de l'hôtel pour suivre ça ou c'est simplement un hasard. Je trouve ça drôle. Ben, c'est sûr que si une publication sur Reddit comme ça qui devient aussi populaire concernant ton lieu de travail, tu risques de le suivre. Effectivement. C'est quand même étrange là, que cette petite pièce-là n'ait pas de meuble ou rien là, dans le genre. Là. Il n'y a pas d'article ménager non plus, rien qu'une assiette là, de fraises au chocolat partiellement mangée et l'accès à un ascenseur. Donc, que se passe-t-il? Donc, il y a quelqu'un qui a commencé un lunch. Oui, c'est assez bizarre. Puis la pièce, elle est... c'est pas une chambre non finie. Là. C'est vraiment une remise. C'est peinturé blanc. C'est un plancher de béton gris. C'est pas une chambre qui est servie à ça. C'est vraiment une staff room de dépôt. Là. Et puis, malgré tout, là, l'histoire continue quand même d'être hyper populaire auprès des internautes. Là. Les gens veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette pièce-là avec le miroir dans la chambre 322. Et là, les gens vont se livrer à plein de recherches sur Internet. Il y a d'autres YouTubers très connus aussi qui vont faire des vidéos sur la chambre. Donc, ça va gagner de l'attraction énormément. Ouais. Et les gens vont retrouver sur Reddit les plans, en fait, d'une partie de cet étage de l'hôtel. Ouais. C'est des plans qui ont l'air quand même assez véridiques. Entre autres, c'est un certain Cory Doctorow en 2013 qui avait partagé ça sur son blog, là, sur Boing Boing à l'époque, là, qui était quand même assez très populaire. Et puis, vraiment, dans ce plan-là, on se rend compte que derrière le miroir de la chambre 322, il semble avoir une salle de bain. Donc, il y aurait directement ça, là, donc un lavabo avec un bain, et puis il y a une porte, effectivement, il semble y avoir une porte qui donne sur un petit local qui est peut-être le fameux local de staff là, dont il parlait. On le sait, des fois, les hôtels, c'est rénové plusieurs fois depuis leur fondation, donc c'est possible des fois qu'il y ait des drôles de réno. Moi, je me rappelle, j'ai déjà eu des chambres d'hôtel où justement il y avait une porte pas rapport dans le salon ou qui semble donner chez la chambre voisine ou vice-versa. Donc, il y en a parfois des portes étranges dans les chambres d'hôtel. Et dans ce cas-ci, il semble y avoir vraiment là, un bain, un lavabo, une toilette, tout ça. Et puis, derrière le mur, donc il y aurait pas le miroir à double face. Apparemment que dans ce mur-là, il y aurait vraiment de la tuyauterie de salle de bain et tout ça. Mais encore une fois, ça demeure quand même des rumeurs parce que ce plan-là aurait pu être fabriqué ou quelqu'un aurait pu le prendre et le copier. Mais ça semble quand même assez débunké là, comme histoire. Oui, quand même. Mais il reste toujours une certaine touche de mystère à tout ça. Pourquoi dès le départ? Pourquoi tous les témoignages qu'on a vus, c'est toujours des gens qui tombent par hasard sur cette chambre-là. Mm-hmm. Ça, c'est bizarre. Et dès qu'on dirait que je ne sais pas qui s'en rend compte, on les déplace, soit immédiatement, soit après nuit.
Donc, comme s'il y avait un drapeau rouge qui se levait à quelque part. Ou comme si c'était réservé pour vraiment une certaine personne, que tu pouvais pas la booker. Exact. Puis que c'était, je me disais tout le temps, est-ce que c'est des nouveaux employés qui faisaient l'erreur de louer la chambre à quelqu'un, puis qu'il y avait justement un avertissement de tu ne loues pas cette chambre-là sauf à telle ou telle personne. C'est assez bizarre. Puis aussi le fait que elle est pas écrite sur le site web. Ils se vantent d'une certaine manière de leur thématique de toutes leurs autres chambres sur le site. Ils en font la promotion, mais pas elle. Puis pourtant, elle est pas. Je trouve que d'une certaine manière, elle n'est pas plus excentrique que Erotica ou d'autres. Tu sais, je veux dire, elle est pas plus malaisante tant que ça que d'autres types de chambres si tu veux avoir une chambre thématique, dans le sens qu'elle n'est pas trop osée ou quoi que ce soit. Là. Donc ça, je trouve ça assez bizarre. Aussi, le 1000$ en 2013 qui a été offert à Joe Likes Music pour qu'il retire son post. Et lui a demandé, pouvez-vous venir me porter l'argent un point? Puis l'utilisateur mystérieux était prêt à se déplacer ou peu importe. Et tout à coup, c'est disparu. Donc, encore une fois, avec l'attraction des médias, mais pourquoi? Tu sais, qui a offert 1000$? Est-ce que c'est l'hôtel Zaza? Ça, on le sait pas non plus. Mais ça aussi, je trouve que ça ajoute un peu au mystère. Puis après ça, au fil du temps, mais j'ai l'impression je suis convaincu, ça doit être bon, ça a été bon pour eux, là, veut pas, tout ce bouche à oreille là. Ben oui. Tu sais, moi, si j'avais à aller à Houston, je pense que c'est certain que j'irais à l'hôtel Zaza juste pour ça. Ben oui, juste pour la chambre 322. Ben oui, puis je n'aurais jamais entendu parler sans ça. Là. Ben c'est leur chambre la plus populaire, puis je suis convaincu que ça a dû amener énormément de clics envers cet hôtel-là. Justement, nous, on n'y penserait pas, tu sais, les gens n'y penseraient pas aller à cet hôtel-là, mais c'est un peu la chambre d'hôtel la plus populaire de Reddit. Oui, c'est vrai. La chambre 322. C'est vrai que c'est donc, ça sent un peu le coup de marketing. Ouais. Parce qu'on le sait, les gens aiment les trucs un peu secrets, ils aiment les bars speakeasy, tu sais, je vais te le dire secrètement, tu vas y aller, c'est que du bouche à oreille, on fait pas de promotion sur notre site web, il y a pas d'indication sur la porte d'entrée, des choses comme ça. Donc c'est une forme aussi de marketing, l'exclusivité, puis le secret, puis le mystérieux. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça. Ou peut-être aussi que c'est le fameux propriétaire de l'hôtel qui est un peu excentrique, puis que lui, il veut vraiment avoir sa chambre qu'il a décorée avec ses œuvres d'art à lui, puis il veut pas la louer, mais il veut son petit spot dans l'hôtel quand il est de passage. Là. Bon, oui, ça se peut, mais et qu'il la laisse disponible de temps en temps si quelqu'un la demande précisément pour éviter peut-être justement que d'autres rumeurs recommence. Ah oui, si quelqu'un le demande précisément, tu lui donnes, mais sinon, tu ne lui proposes pas. Ça se pourrait. Mais tout ça reste quand même mystérieux. C'est un peu un clin d'œil, là. C'est pas il y a rien de grave dans cette histoire-là, mais elle est quand même remplie de mystères. Oui. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler, là, de la chambre 322, et heureusement, il y a eu quand même du nouveau cette année, donc qui nous a permis quand même de disons débunker, moi je dis semi-débunker parce qu'il reste encore des mystères, mais quand même avoir mis des réponses sur beaucoup d'interrogations qu'on a là, tout de même. Yes, ça c'était bien intéressant tout ça, mais restez accrochés, chers distordus, parce que la deuxième histoire est tout aussi troublante. Oui. Cette histoire s'intitule « Un Redditor prisonnier d'une secte ». Le 29 janvier 2017, un utilisateur de Reddit, un Redditor qu'on appelle du nom de Throwaway181718, publie un long message dans la section « Confession » du site.
Tout d'abord, ce qu'on appelle un throwaway account ou encore un compte jetable de ma propre traduction libre, c'est un profil qui est créé sur un forum ou sur un réseau social, bon dans ce cas-ci c'est Reddit, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, afin de publier des choses qui ne seront pas associées à notre compte principal. C'est pour garder un anonymat. Oui. Par exemple, quelqu'un qui souhaite exprimer une opinion controversée alors qu'il est connu dans une autre communauté de Reddit là, ne voudra pas utiliser son compte principal. Parce que sur Reddit, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a une mécanique de downvote et de upvote qui fait en sorte que lorsque d'autres utilisateurs votent contre ton contenu, tu perds des points de karma, ce que tu nous as expliqué plus tôt. Là. Éventuellement, dans certaines sous-sections de Reddit, les publications qui ont trop de downvote, qui ont trop de gens qui votent contre, vont être supprimés par les modérateurs. Donc, c'est pour cela que des gens créent des comptes jetables, donc des throwaway accounts, aussi pour être un peu indépendants de la mécanique de karma de Reddit, de leur account principal. Oui, puis tu veux pas être associé à ça aussi si tu dis des confessions, justement. Si tu veux troller ailleurs, tu crées un compte comme ça. Donc, cet utilisateur du nom de Throwaway181718 publie dans la sous-section Confession. Et là, j'y arrive, mais je veux vous parler un peu de cette section-là, qui compte 1,7 million d'abonnés. Et on y trouve là toutes sortes de confessions de la part de gens provenant de partout. Par exemple, les publications les plus populaires du jour, là, au moment d'enregistrer ce podcast, dans la section était le premier « Je me suis plongé la main dans l'huile bouillante pour quitter le travail plus tôt chez McDonald's. » Ouch! Et le deuxième « J'étais le plus important dealer au collège, maintenant je suis un étudiant au doctorat avec plein de culpabilité. » Donc, vous voyez le genre. Mais après, c'est dur à dire si ces histoires-là sont véritablement vraies, parce qu'il y en a qui peuvent inventer des histoires complètement loufoques pour gagner du karma. Ben oui. Par contre, cet utilisateur a une histoire beaucoup plus sombre à raconter que son confrère qui s'est plongé la main dans l'huile pour partir plus tôt. Il va décrire une expérience qu'il a vécue au sein d'une secte fanatique et violente alors qu'il croyait aller passer du bon temps dans un camp d'été. J'ai traduit sa publication, là, qui n'est pas évidente à retrouver, ceci dit, qui est introuvable sur les archives de l'Internet, entre autres, puis qui est même archivée et effacée sur Reddit. Oh, okay. Donc, ça a été difficile. J'ai l'impression que ça a été fait récemment, parce qu'il y a d'autres articles, il y a des YouTubers qui en ont parlé un peu de cette histoire-là, puis ils avaient quand même accès à la publication originale. Okay. Mais moi, quand j'ai regardé, elle était vraiment removed. Okay. Mais par contre, il y a un outil qui s'appelle RemovedDit, qui lui, en fait, là, lorsque vous tapez l'adresse sur Reddit de la publication originale, vous changez Reddit par ça, là, par RemovedDit, et ça va retrouver les commentaires qui ont été supprimés. Donc, j'ai pu retrouver la publication originale et la traduire. Wow, c'est comme la Wayback Machine, mais de Reddit. Ouais, exactement. Je savais même pas que ça existait. C'est donc bien cool. Par contre, il y a des limitations. Là, quand la personne a effacé sa publication trop rapidement, elle peut pas y avoir accès. Oui, parce que le robot a pas pu l'aspirer dans le fond. Là. Donc, la publication va comme suit. Elle est postée le 29 janvier 2017. Tout d'abord, toutes mes excuses pour mon anonymat. Je ne veux pas que ça me revienne, mais je n'en ai parlé à personne jusqu'à présent et j'ai besoin là, que ça sorte enfin. Il y a 3 ans, quand j'étais à l'université, je souffrais de dépression grave. J'ai pris des médicaments et j'ai suivi une thérapie, ainsi qu'une thérapie de groupe. Un jour, dans ma thérapie de groupe, notre thérapeute nous a dit qu'il y avait un homme présent qui souhaitait nous parler. Pour différentes raisons, appelons-le Bob. Salut Bob. Bob était très énergique, très amical et compréhensif. Il nous a parlé à notre niveau, là, un groupe d'adolescents vulnérables. Il nous parlait d'une certaine thérapie de groupe qu'il organisait. Le but était de partir tous ensemble pendant les vacances d'été dans un campement et de faire des choses cool là, comme du rafting, de l'escalade, etc. Il a expliqué que c'était complètement gratuit étant donné que l'université paierait pour nous et que cela durerait 5 semaines. Peu de gens étaient intéressés, mais j'ai décidé de lui poser quand même quelques questions après la séance. Il m'a dit que l'objectif était de partir à l'aventure, de se faire des nouveaux amis et de s'amuser, tout en continuant notre thérapie. Je lui ai demandé quelques détails, mais il n'avait pas de carte d'affaires, alors il a demandé la mienne. Stupidement, je lui ai donné mon numéro de téléphone, mon adresse courriel ainsi que mon adresse personnelle. Plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à mes parents. Ils semblaient un peu suspicieux, mais j'essayais de les convaincre. Pendant qu'on parlait, quelqu'un a frappé à la porte et c'était Bob. Mon père l'a accueilli
Il leur a expliqué que la retraite serait bénéfique pour ma santé mentale et que je vivrais beaucoup d'expériences positives, en plus que c'était complètement gratuit. Après avoir parlé pendant un certain temps, mes parents ont accepté que j'y aille. Ils ont rempli de la paperasse et la fois suivante où j'ai vu Bob, c'était quand je suis monté à bord de l'autocar avec plein d'autres jeunes gens de mon âge. Bob était très enthousiaste et tout le monde avait l'air excité, même si nous avions tous au fond des problèmes de santé mentale. Bob nous a expliqué que le premier jour, nous allions faire un parcours d'aventure et construire un radeau pour nous aider à travailler en équipe avec nos camarades. Nous avons roulé vers le nord jusqu'à un terrain de camping entouré d'un mur. C'était énorme. En descendant de l'autobus, tout le monde a dû se soumettre à un examen médical. C'était un peu inattendu, mais j'ai supposé que c'était pour m'assurer que nous pouvions prendre part aux activités. Le médecin a été très minutieux. Quand nous sommes repartis, nous ne trouvions plus nos valises. Alors nous avons deviné qu'elles étaient amenées dans nos chambres. Mais quand nous sommes finalement arrivés, elles n'étaient pas là non plus. J'ai demandé à Bob et il m'a dit qu'on n'avait pas le droit de les utiliser et qu'on n'avait pas le droit non plus d'utiliser nos téléphones. Il les a tous réquisitionnés et moi et les autres garçons dans ma chambre avons refusé, mais il a dit que c'était une clause du contrat que nous avions signé. À contre-cœur, nous avons abandonné tous nos biens et ils nous ont donné ces horribles survêtements de sport à porter, entre guillemets, pour ne pas salir nos beaux vêtements. Nous avons fait quelques activités plutôt amusantes, mais ensuite, nous sommes tous allés dîner. Personne n'avait alors commencé à manger et l'un des chefs du groupe nous indique que nous devons réciter une prière. Je ne suis pas croyant, mais soudainement, tout portait à croire que nous étions dans un groupe religieux. Alors j'étais un peu confus. Le chef du groupe a dit que nous devrions remercier, entre guillemets, les dieux de nous avoir tous rassemblés. J'ai trouvé cela bizarre, mais j'ai supposé qu'il était juste inclusif avec toutes les autres religions en remerciant les dieux. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes tous couchés et pendant que nous étions au lit, un autre chef de groupe, appelons-le Todd, est entré et nous a tous forcés à nous lever. Nous l'avons fait et il nous a tous reproché d'avoir dormi dans nos boxers, nos sous-vêtements. Il a dit que nous devrions dormir dans nos survêtements de sport qu'ils nous ont remis au début de l'événement. Nous avons donc mis nos survêtements et dès qu'il est reparti, nous les avons enlevés. C'était l'été après tout et il faisait chaud. C'est étrange, hein? Les jours suivants étaient à peu près les mêmes. Il y avait des activités amusantes, mais elles étaient toujours ombragées par les chefs de groupe qui agissaient bizarrement et de manière très stricte. Les garçons et les filles n'avaient pas le droit de se parler. Quand nous allions nager, nous y allions en survêtements et nous ne pouvions vraiment parler que pendant ces activités-là. Et à chaque repas, nous devions prier et les chefs disaient toujours des choses comme « Les dieux nous montreront le chemin jusqu'à la fin ». Et honnêtement, ça devenait vraiment effrayant. Nous avons fait des activités excitantes, mais nous en avons fait d'autres plus ennuyeuses, comme la méditation. Ils nous ont aussi dit que si nous voulions rester après les 5 semaines, nous pouvions rester et inviter nos familles à venir vivre avec nous. Un soir, j'ai demandé à Bob si je pouvais appeler à la maison, juste parce que je voulais parler à ma famille. Il m'a dit qu'on avait déjà dit à ma famille que j'étais bien arrivé et que j'étais heureux. J'ai essayé d'argumenter, mais il était déterminé à ne pas me laisser contacter ma famille avant que les 5 semaines ne soient écoulées. Je ne savais pas où ils avaient emmené ma valise et je n'avais aucun moyen de les contacter. Ce soir-là, il y a eu un feu de camp, intégré à une séance de thérapie de groupe. J'ai demandé à utiliser la salle de bain dans le bâtiment principal et je me suis enfui en douce. Il y avait un petit bureau vide et les lumières étaient éteintes, alors je suis entré et j'ai utilisé le téléphone pour appeler chez moi. J'ai dit à ma mère ce qui se passait et elle m'a dit qu'ils allaient venir me chercher tout de suite sur le champ. À l'arrière du bureau, il y avait une autre pièce remplie de valises ainsi qu'une boîte en plastique remplie de téléphones. Il m'a fallu du temps pour retrouver mon téléphone, mais aussitôt fait, je l'ai mis dans ma poche et j'ai essayé de chercher ma valise. Pendant que je regardais, Todd est entré dans le bureau et il m'a surpris. Il m'a pratiquement traîné dehors et m'a fait asseoir dans le couloir, me criant dessus pour avoir désobéi aux règles. Il m'a blâmé pour avoir tenté d'avoir accès à mes vêtements et que c'était un péché d'être fier selon lui, c'est ce qu'il m'a dit, ou quelque chose comme ça.
Il m'a ramené au groupe et m'a dénoncé aux autres chefs de groupe devant tout le monde. Les chefs de groupe étaient alors en colère contre tout le monde et ont commencé à passer en revue les règles. On nous a tous envoyés au lit sans dîner. Au lit, j'étais au téléphone, je textais à mon père et il m'a dit qu'il venait me chercher maintenant. J'ai fait en sorte que les autres garçons ne voient pas que j'avais mon téléphone. Finalement, mon père m'a envoyé un texto en me disant quelque chose comme « Nous sommes dehors, viens-t'en ». Alors j'ai à peu près sauté du lit et je suis sorti aussi vite que j'ai pu devant les chefs de groupe qui ont essayé de m'empêcher de sortir en courant du bâtiment. Sur le chemin de terre jusqu'à la voiture de ma mère, au bord du camping, les chefs me poursuivaient. Mon père est sorti de la voiture et m'a enfermé dans la voiture avec ma mère. Les chefs de groupe disaient que je n'avais pas le droit de partir et que mes parents avaient signé un contrat disant que je ne pouvais partir avant que les 5 semaines soient passées. Mon père a refusé et ils ont essayé d'ouvrir la porte pour me faire sortir. D'une façon ou d'une autre, mon père est remonté dans la voiture et les portes étaient fermées avant qu'il ne puisse me faire sortir et mes parents m'ont ramené chez moi en toute vitesse. Une fois à la maison, j'ai tout raconté à mes parents. Mais le lendemain matin, Todd ainsi que d'autres chefs de groupe se sont présentés devant ma porte. Oh my God! Mon père leur a dit de partir parce qu'ils essayaient encore de me faire revenir au camp, mais ils ne voulaient pas partir sans moi. Mon père a alors appelé la police qui les a escortés à l'extérieur de notre terrain. On ne les voyait plus, mais on savait qu'ils nous regardaient. Je n'ai pas beaucoup quitté la maison pour tout le reste de l'été et je regardais constamment par la fenêtre. Quand l'université a recommencé, j'ai quitté la maison seul pour la première fois pour prendre le bus et en marchant sur la route, j'entendais Todd et les autres me crier après. J'ai essayé de courir, mais ils étaient une dizaine. Ils m'ont encerclé dans la rue. Quelques personnes de leur maison ont entendu le vacarme et je leur ai crié d'appeler la police. Quelques hommes sont sortis et une bagarre a éclaté. J'ai réussi à rentrer chez moi en courant et à m'enfermer. Les chefs de groupe ont été arrêtés, mais la semaine suivante, un nouveau groupe est apparu dans ma région. Finalement, nous avons déménagé. J'ai cessé d'aller à l'université et nous avons dû commencer une toute nouvelle vie. Nous ne vivons pas sous la protection des témoins, mais nous utilisons de fausses identités pour les empêcher de nous trouver. Mes parents étaient en contact avec le collège et la police. Le collège a cessé de financer le groupe, évidemment, et la police nous a dit qu'elles ouvriraient une enquête et que Todd s'était suicidé alors qu'il était sous caution. Ben voyons donc. Je n'en sais pas beaucoup plus que ça, mais j'espère que tous les membres du groupe sont en sécurité à l'heure actuelle. Et c'est ainsi qu'il termine sa publication. Il va ajouter un petit TLDR à la fin. J'ai échappé à une secte religieuse et ils ont chassé ma famille de notre maison. Donc, ça résume un peu sa grande publication. Donc, c'est comme ça que ça se termine. La publication gagne quand même rapidement en traction puisque la section confession a beaucoup de membres actifs. En compilant les votes, la publication en a 932 et 106 commentaires. Bien des gens croient qu'il s'agit d'une fiction ou d'un genre de creepypasta. Toutefois, certains commentaires sur la publication sèment un doute sérieux. Un utilisateur du nom de Dirty Bytes va expliquer qu'il s'est retrouvé dans un camp d'été similaire et ce pendant 2 ans et demi. Il décrit les mêmes types de comportements, la confiscation des vêtements, des téléphones, impossibilité de contacter ses parents et toute la même mascarade religieuse. Des gens vont aussi comparer les comportements de cette secte avec le People's Temple, la fameuse secte de Jim Jones, qui a commis un suicide de masse en 1978 où 910 fidèles ont perdu la vie. Jones avait l'habitude de faire travailler ses fidèles de longues heures, de confisquer leurs courriers, de filtrer leurs conversations extérieures et de les réveiller en pleine nuit, un peu comme décrit le Redditor. D'autres commentaires font référence aux témoins de Jéhovah, qui eux aussi ont des pratiques particulières. Ils exercent un contrôle extrême sur leurs membres, incluant leur cercle social et toutes leurs habitudes de vie. Ils ont aussi un historique d'abus envers les enfants. Mais à ce stade-ci, quelle religion n'en a pas? Le 30 janvier au matin, l'utilisateur Throwaway181718 va poster une série de réponses et de mises à jour, car plusieurs mettent en doute certaines informations de sa publication. Est-ce que son téléphone se serait déchargé après autant de jours? C'est une très bonne question. Pourquoi n'a-t-il pas obtenu une interdiction de contact envers ces gens-là au lieu d'obtenir une nouvelle identité? Et pourquoi ne veut-il pas exposer le groupe en question? Autre bonne question.
Oui, parce que là, les gens, il y en a plusieurs qui témoignent de l'empathie envers lui, c'est clair. Il dit qu'il a réussi à se sortir d'une secte et il y a plusieurs personnes qui offrent des témoignages similaires. Mm-hmm. Par contre, en même temps, il y en a plusieurs qui mettent en doute sa publication. Il y en a qui disent que ça devrait être sur No Sleep, là où on retrouve justement beaucoup de creepypasta et d'histoires de fiction. Donc, certaines personnes remettent en doute vraiment toute cette histoire-là. Le fait est que aussi, il a écrit dans la section confession, donc il n'a pas écrit dans des sections où justement les gens font plus mener l'enquête ou d'autres choses comme ça. Donc, il y a beaucoup quand même de commentaires d'empathie, mais plusieurs vont mettre en doute les informations dont tu nous parlais. Il va écrire ceci à 9h du matin, le 29 janvier 2017, donc le lendemain de sa première publication. Mise à jour. Je n'ai jamais eu par la présente l'intention d'exposer le groupe et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une réaction aussi massive et positive. Comme certains d'entre vous ont des questions, j'aimerais y répondre, mais je souhaite rester anonyme et ne pas donner trop d'informations. Tout d'abord, en réponse à toutes les questions sur mon téléphone, je n'ai pas pensé qu'il valait la peine de mentionner que je l'avais éteint avant de le remettre. Je n'ai aucune nouvelle des adolescents du groupe depuis mon départ et je n'ai pas eu de nouvelle des dirigeants depuis notre déménagement. Il y a eu une enquête il y a quelques années et je ne sais pas ce qui est arrivé au reste du groupe. Certains d'entre vous ont deviné mon pays, mais je ne veux pas donner trop d'informations sur l'endroit où je vis. On va y revenir dans quelques secondes. La raison pour laquelle je n'exposerai pas le groupe, c'est que cela nuirait à l'enquête policière, si elle est toujours en cours, et cela attirerait davantage l'attention sur moi. Aussi, quand j'ai dit que nous avons changé d'identité, je veux dire que nous avons officieusement commencé à utiliser un nouveau nom de famille, seuls nos plus proches parents le savent. Nous n'avons pas pris d'ordonnance restrictive parce qu'elle n'entraînerait que des poursuites judiciaires et une menace potentielle pour notre famille. Comme expliqué plus haut, un groupe de dirigeants a été arrêté et accusé de harcèlement, mais d'autres personnes se sont présentées le peu après. J'ai même peur de googler le nom du groupe car je sais que s'il me traquait, ça ne finirait pas bien. J'espère que vous comprenez tous la situation dans laquelle je me trouve et que vous savez que pour ma famille et ma propre protection, je ne peux pas donner plus que cela. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages de soutien. Vous êtes vraiment la meilleure communauté. Peut-être qu'un jour, il y aura une résolution complète à ce sujet et je pourrai vous raconter toute l'histoire. Donc, c'est ainsi que se termine sa mise à jour. Je comprends que, tu sais, il nous dit que, bon, ils n'ont pas changé d'identité, tout ça, mais d'avoir peur de googler le nom de... Ouais, ça. Le nom de l'organisation, c'est un peu exagéré, je pense, parce que je peux pas croire que cette secte-là, si elle existe vraiment, surveille de près tous les gens qui googlent son nom, là. Ben, tu peux même pas vraiment, tu sais, tu peux savoir l'adresse IP de la personne qui vient sur ton site, mais tu sais, il faut que tu connaisses qui vient. Tu sais, c'est un peu tiré par les cheveux. Souvent, les gens peuvent avoir cette crainte-là quand ça vient d'une méconnaissance de comment ça fonctionne. Mais je comprends quand même qu'ils veulent pas s'embarquer dans des procédures judiciaires et tout ça, puis que faire des ordonnances, des choses de même, ben ça pourrait les amener à étirer un peu ce problème-là inutilement. Là. Quelqu'un va même lui suggérer de se procurer une arme. Sur Reddit, on trouve tout type de commentaires. Ce à quoi le Redditor doute un peu, affirmant que ce n'est pas possible dans son pays. Il n'habite pas aux États-Unis. À partir de cette info et à partir de certaines expressions qu'il utilise dans son texte, certains Redditors croient qu'il provient soit de l'Angleterre, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie ou même du Canada. Ce à quoi il va répondre « Vous êtes sur la bonne voie ». Un autre internaute va lui demander si cet événement a eu un impact sur sa dépression, la raison pour laquelle il était là, dans ce camp d'été-là. Ce à quoi il va répondre que dans un sens, oui. Depuis, en fait, cet événement-là, les petits problèmes du quotidien lui semblent plus futiles. Il affirme aussi que depuis que lui et sa famille sont déménagés, il se sent beaucoup mieux mentalement. Oui, non, j'avoue, mais c'est pas si simple que ça de changer de nom non plus, hein. Même si tu le fais officieusement. Je sais pas comment ils ont fait pour procéder à ça. Ouais, ils ne donnent pas de détails à cet effet. Ils ont sûrement acheté ça sur le dark web. Probablement. Les choses restent ainsi pendant quelques jours. Après tout, le Redditor a posté dans Confession, et non dans des sections où les internautes mènent l'enquête. Par contre, le 3 février, les choses vont prendre une tournure encore plus étrange. Le même utilisateur, Throwaway 181718, va poster dans la section Help, donc Aide, qui est comme une section de soutien technique pour Reddit. Le titre de sa publication, « Comment effacer un message que j'ai posté ». Le message n'a que 3 votes.
tellement c'est simple d'effacer un message. Il n'y a que 2 commentaires à sa question. Un utilisateur lui pose plus de questions sur ses besoins exacts et un autre écrit « Regarde ses autres messages, c'est glauque à mort ». Oui, il y a juste 3 likes, puis effacer un message, c'est simple, c'est comme sur n'importe quel autre réseau social, donc ça sème vraiment le doute. Puis vous savez, sur Reddit, lorsqu'on clique sur un utilisateur, on peut voir l'historique de ses publications, même ses commentaires et tout ça, donc on peut rien cacher. De là encore l'idée de se créer un throwaway account, et c'est là que lorsqu'on regarde l'historique de cet utilisateur-là, on voit la fameuse publication comme quoi il était dans une secte, puis après, celle d'après, c'est Help, je veux tenter d'effacer quelque chose que j'ai posté. Donc, c'est bizarre. C'est très étrange. L'utilisateur ne répondra jamais aux questions. Et le jour même, Throwaway publie encore une fois dans Confession sous son propre message en disant « Ce n'est pas vrai. Je faisais partie d'un groupe de thérapie spécialisé dans l'aide aux adolescents ayant des problèmes de santé mentale. Ce n'était pas une secte. Depuis, j'ai décidé de rejoindre le groupe. Je ne répondrai à aucune autre question à ce sujet. » Donc, qu'est-ce qui se passe ici, là? L'utilisateur aurait rejoint la secte? C'est assez étrange. Les autres internautes vont commencer à se demander si l'homme est vraiment en danger ou si encore la secte aurait pris le contrôle de son compte Reddit. Oui, ça, c'est presque possible parce que lorsqu'on regarde, justement, on note un certain changement de ton dans ces phrases-là. Avant, il faisait vraiment des longues phrases, des longs paragraphes, tout ça, beaucoup de détails, parfois quelques erreurs, tellement son style était naturel. Tandis qu'ici, là, toutes les phrases que tu nous as lues sont presque tous sous des lignes différentes. Oui, quasiment en point de forme. Oui, donc vraiment le ton a changé. Donc ça pourrait être possible peut-être que la secte ait repris le contrôle de son compte Reddit. Oui, non, exact. Que quelqu'un d'autre publie à sa place. Effectivement, parce que c'est assez inusité qu'il ait rejoint le groupe alors qu'il avait déménagé et qu'une enquête est en cours, là, si on se fie à ce qu'il nous avait dit. Oui, ça c'est clair. C'est pourquoi plusieurs personnes vont croire que la secte monitore ses activités et qu'elle aurait repris le contrôle de son compte. Nous n'aurons plus de nouvelles de cet utilisateur. Oui, c'est la dernière fois qu'il va publier sur Reddit. Toutefois, quelques mois plus tard, en juillet 2017, un autre utilisateur sous le pseudo Spellbound for You va publier un lien que peu de gens vont remarquer. Dans son commentaire, il indique être tombé sur une nouvelle à propos d'un camp d'été pour enfants responsable d'abus, les Teen Challenge. Dans une enquête de Time Magazine datant de novembre 2012, plusieurs années plus tôt, l'organisation religieuse Teen Challenge, qui offre des services de thérapie pour ados avec des problèmes de dépendance, est nommée en raison de cas d'abus qui auraient été rapportés. Sous le couvert de la religion, l'organisation fait subir des sévices corporels et psychologiques via des situations de contrôle quasi militaire à ces ados qui sont souvent en détresse psychologique. Et puisqu'ils sont une branche religieuse, ils n'ont pas à être sous le contrôle de la loi de la protection de l'enfance. Ah, mon Dieu. Comme la plupart des camps de jour. Et ça, c'est une loi qui a été appliquée sous George W. Bush. Ah, ouais, mon Dieu. Ouais, étant donné que t'es une organisation religieuse, t'as pas à te soumettre à la loi sur la protection de l'enfance. Ça me sidère. Ben oui, parce que George W. Bush, là, ça doit être le dernier des Bush. Là, je veux dire, c'est pas en 1800. Là, je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui... je trouve ça bizarre qu'on régule pas ça du tout, là. Non, c'est presque... On a l'impression de reculer dans le temps. Oui, c'est même quasiment louche. Selon l'enquête, cette organisation va jusqu'à recruter des jeunes dans les Walmart et utilise le même modus operandi que ce qui est décrit dans la publication de Throwaway. En plus, l'organisation est présente dans 89 pays selon leur site web, ce qui expliquerait aussi la présence à l'extérieur des États-Unis. Parce que les gens vont souvent nommer des organisations sectaires ou des drôles d'organisations religieuses qui sont localisées aux États-Unis. Parce qu'on le sait, là-bas, il y a des Jesus Camp, il y a plein de trucs quand même. On pourrait faire une saison de distorsion sur les histoires religieuses weird américaines. Mais dans ce cas-ci, il semble dire qu'il est à l'extérieur. Donc, ça prend quand même une organisation qui a des branches en dehors des États-Unis. Et Teen Challenge semble correspondre à la description de ce que l'utilisateur nous disait.
Plusieurs témoignages à propos de Teen Challenge sont horrifiques. Un jeune a dû être hospitalisé d'urgence il y a quelques années puisque les moniteurs l'ont épuisé à mort, ou presque à mort en fait, en lui faisant faire de l'exercice toute la journée et toute la nuit, dépourvu de sommeil et de nourriture. Mon Dieu. Des parents témoignent aussi là qu'ils ont dû engager des avocats pour sortir leurs enfants de leur camp, étant donné le harcèlement là, qu'ils ont eu une fois que leurs enfants étaient sortis et des sommes astronomiques qu'ils ont dépensées dans leur programme qui peuvent atteindre les 20 000 $ pour inscrire tes enfants dans un programme de thérapie avec Teen Challenge. Donc c'est quand même assez étrange. Puis là il y a plusieurs commentateurs sur Reddit qui vont témoigner, qui vont dire que justement, ils ont pris part à des organisations comme ça, puis c'était exactement comme ce que Throwaway décrivait dans sa publication. Ça me jette à terre, ça. On dirait que j'arrive pas... Tu sais, je pense que les parents qui envoient leur enfant dans ce genre d'organisation-là, au départ, ont des bonnes intentions, puis d'après moi, le marketing doit être très bon. Mais quand tu creuses ça, là, si c'est vrai, là, ce qu'ils font à Teen Challenge, là, ça devrait être illégal. Je sais que justement, c'est contrôlé par la loi, puis je me demande s'il n'y a pas eu des pots de vin, là, justement. C'est pas contrôlé par la loi, plutôt. Je me demande s'il n'y a pas eu des pots de vin pour, disons, leur laisser cette liberté éditoriale-là de faire ce qu'ils veulent avec les enfants, mais ça me fait un peu, ça me fait capoter, tu sais, puis, tu sais, peut-être que qu'est-ce que Throwaway a écrit est faux, mais ça se peut aussi que ça soit vrai, là, tu sais, il y a tellement de détails précis. D'une certaine manière, oui, ça se reproduit, mais je sais pas, on dirait que j'ai tendance à y croire, moi, qui a été vraiment coincé dans ce type d'organisation-là. Oui, on a vraiment tous les ingrédients pour une histoire Reddit parfaite, là, pour une histoire mystérieuse vraiment parfaite, parce qu'on a des éléments de réel qui semblent corroborer avec le texte qui est publié, mais en même temps, il y a plein de petits détails qui nous font douter. Moi, si je me mets du côté de l'arnaque, là, ou du moins du hoax, ou comment dire, comme quoi ça c'est de la fiction, que c'est juste une publication sans fondement réel, ben tu sais, il y a certains points qui me gratouillent un peu, là. Comme entre autres, les parents n'auraient rien fait, en fait, pour qu'ils n'y retournent pas. Ouais, ça c'est bizarre. Tu sais, les parents ont initié tout le déplacement, le déménagement, j'imagine, les changements de nom, tous ces trucs-là. Et là, soudainement, les parents font rien pour que l'enfant n'y retourne pas. Je trouve ça étrange. Ils sont allés quand même le chercher alors qu'il était en détresse. Ouais, ça c'est un peu bizarre. C'est là, on dirait que si tout ça est vrai, j'ai l'impression que oui, peut-être que la secte aurait pu prendre le contrôle de son compte Reddit. On dirait que c'est ce bout-là qui me fait croire à cette théorie-là. Mm-hmm. Il y a aussi certains passages dans son texte, entre autres, moi, qui me turlupinent, encore une fois. Je dirais qu'une bagarre, lorsqu'il dit « une bagarre aurait éclaté dans la rue pendant que les gens de la secte le pourchassaient », je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Tu sais, ça fait un peu comédie musicale. Là. On crie dans les rues, les gens sortent sur leur balcon et soudainement une bagarre éclate. Là, tu sais, je n'y crois pas tellement, on dirait, à ce passage-là. Là. Puis il y a aussi le fait que ce type d'histoire-là, un peu même comme l'histoire de la chambre 322, c'est des histoires qui sont de plus en plus communes sur Reddit. Donc vraiment, les utilisateurs de Reddit sont rendus bons dans la création de ce type de texte-là, puis de publication-là, qui mettent toujours le doute entre le vrai et le faux. Donc, c'est certains arguments, moi, qui me font pencher du côté du faux. Par contre, du côté réel, ben, c'est comme tu disais, c'est que ce type de secte-là semble bien réel. Puis des cas de gens là, qui ont fait des rechutes et qui sont retombés entre les bras d'une secte comme ça sont multiples. Donc j'ai l'impression que même si ce qu'il nous a dit, même ce qu'il nous a écrit est faux, j'ai l'impression que c'est sans doute déjà arrivé pour vrai, même pire, à d'autres gens dans des camps comme ça. Ah oui, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vraiment une histoire que j'hésite je suis 50% d'un côté, c'est vrai, puis 50% de l'autre, tout est faux. Ça me fait quand même, ça me met un drapeau sur ces sectes-là pour enfants, parce qu'on dirait que je portais jamais attention à ça en tant que tel par rapport à ce qu'il pourrait avoir des camps d'enfants qui sont sectaires comme ça. On dirait que avant ça, j'avais jamais même
pensé que ça pouvait exister. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu différent parce que lui, c'était pas un enfant, hein, il était à l'université. Oui, c'est vrai, c'est même pas un donc, ado. Il devait avoir 17-18 ans peut-être même. Là. Donc c'est clair aussi que le pouvoir des parents est moins important rendu à ces âges-là. Donc il pourrait de son plein gré y retourner sans doute. Mais je suis convaincu que ce genre de campement-là existe pour les plus jeunes aussi. Là. Si tu vas sur le site de Teen Challenge, il y a une tonne là, de trucs qui sont offerts et qui sont encore offerts là, pour les enfants. Puis eux, en plus, ce qui est un peu dangereux, c'est que les jeunes ou les ados ou les plus jeunes qui s'inscrivent à ces campements-là sont tous vulnérables parce que la plupart ont des problèmes de dépendance. Ils vont là vraiment pour subir une thérapie. Donc, sont plus sensibles, plus fragiles au brainwashing, par exemple, puis à toutes les émotions qu'ils vont vivre dans ces situations-là. Oui, absolument. Puis en plus, ils les isolent, donc par défaut, puis ils les sortent de leur environnement. Donc, c'est plus la vulnérabilité de la recette parfaite, en fait, pour endoctriner quelqu'un. Donc, ça fait un peu le tour de ces deux histoires inquiétantes et étranges de Reddit. Dites-nous ce que vous en pensez, les Distordus. Vous pouvez le faire sur notre groupe de discussion privée sur Facebook. On est curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous rangez plus dans le camp de la fiction? Est-ce que ces deux histoires-là sont des histoires fictives ou encore est-ce qu'elles sont bien réelles? Oui. Et c'est facile pour nous rejoindre, vous savez où le faire, hein, sur Instagram, Distorsion Podcast, même chose sur Facebook et YouTube. On veut remercier aussi nos 10 000 abonnés YouTube. Ben oui, on a passé ce milestone au cours des dernières semaines, donc merci de nous suivre sur cette plateforme-là, même si généralement les podcasts, j'ai moins tendance à les écouter sur YouTube, mais il y en a plusieurs qui le font. Donc merci à vous de nous supporter. Aussi sur Twitter, on est Distorsion Pod, et puis sur Untapped, le réseau social de bière, on est Distorsion Podcast. On veut aussi remercier tout le monde qui ont acheté notre livre Distorsion 13 histoires étranges de l'ère numérique, illustré par Ron. Merci aussi de nous donner une bonne review à Amazon, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Comme le dit si bien Orelsan, si c'est écrit sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Basé.